Bonsoir à tous. Merci à tous d'être là ce soir. Merci d'être aussi nombreux, c'est vraiment super. On est très content de vous recevoir ce soir pour une nouvelle conférence des Patriotes qu'on organise à Lyon. On invite Philippe Drovniak qui était déjà venu en septembre présenter une conférence qui a beaucoup plu sur l'OTAN. Donc on est content de pouvoir animer les idées localement, les diffuser, créer du contenu. Donc ce soir, il va prolonger la conférence qu'il a effectuée la dernière fois. Il va nous parler un peu plus du nouveau contexte géopolitique avec les nouveaux blocs géopolitiques émergents. Et donc merci beaucoup Philippe d'être là ce soir. La soirée va se poursuivre à l'issue de cette conférence par un buffet. Il y a également une boutique à votre disposition, donc on vous met à disposition notamment tout le contenu qui est proposé et qui est issu des Patriotes, notamment la revue Défi souverainiste qui est animée par Alain Vélo, une revue de qualité, donc je vous invite à vous abonner. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans cette revue. On a également les livres de Florian Philippot. Donc voilà, vous avez accès à tout ça à l'issue de la conférence. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Philippe. Merci encore une fois Philippe d'être là avec nous. Ok, ça marche. Merci. Bon, bienvenue. Donc pour ceux qui étaient là ou qui ont eu l'occasion peut-être de regarder la vidéo qui a été faite de la présentation du mois de septembre, vous vous rappelez que j'avais présenté en fait l'histoire de l'OTAN, expliqué ce qu'il y avait derrière l'OTAN. Donc là, ça tombe bien parce qu'on est 4 mois plus tard, puis maintenant c'est clair. Il ne s'agit pas d'une guerre Russie-Ukraine, il s'agit d'une guerre OTAN-Ukraine. Donc maintenant, au moins, c'est clair. Pardon, OTAN-Russie, excusez-moi, c'est un lapsus imbécile. Oui, absolument OTAN-Russie. C'est gentil, merci. Il y a une personne qui suit, ça fait plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Bon, alors je ne vais pas être politiquement correct, donc s'il y en a que ça gêne, je crois qu'il vaut mieux que vous partiez tout de suite. Voilà, donc je vais un peu faire le tri, donc vous allez voir, par rapport à tout le discours qu'on entend, le discours médiatique. Alors je ne parle même pas du discours sur l'Ukraine est en train de gagner, l'Ukraine va gagner, l'Ukraine gagne demain matin, l'Ukraine gagne demain midi. Ça devient complètement pathétique. Là, on ne sait même pas qu'est-ce qui va arriver à sortir lorsque l'offensive russe va commencer. Je vais donner 2-3 chiffres juste pour l'anecdote, parce que je repense à l'histoire de l'OTAN. Actuellement, on dit que la Russie prépare une armée d'un peu plus de 500 000 hommes, avec 1500 chars. Pour situer ça, lorsque les Allemands ont attaqué la Russie en juin 1941, donc dans l'opération Barbarossa, ils avaient 3 millions de soldats pour attaquer tout le front soviétique. Et ils avaient 3000 chars. 3000 chars en 1941 pour attaquer l'ensemble du front soviétique. Les Russes actuellement ont 1500 chars pour attaquer l'Ukraine. Pas besoin de vous dire ce qui va se passer. C'est juste, on ferme le banc. Donc on va parler maintenant de, j'ai mis l'ensemble, UE, US, OTAN, voilà, c'est toute la même salade. Ce qu'on appelle généralement dans les médias, enfin pas dans les médias pas traditionnels, le collective Ouest, c'est-à-dire globalement l'Occident. Mais ils appellent ça collective Ouest, d'ailleurs de plus en plus quand les Chinois en parlent, quand les Russes en parlent, quand les Iraniens en parlent, quand les Brésiliens, les Sud-Africains, ils parlent du collective Ouest. Donc ça, si vous voulez, c'est un peu un truc symbolique du collective Ouest et je vais en parler. Puis je vais vous parler un peu de tout ce qui est en train de se passer à travers le monde. Alors, voilà. Alors, je fais un préambule. Accrochez-vous. Alors, la vision du monde qu'on a actuellement, c'est une vision post-Seconde Guerre mondiale. C'est une vision qui va avoir 80 ans, 1945, 44-45, parce que par exemple Bretton Woods, toutes les règles, on va dire une partie des règles économiques, c'est 44. Donc vous voyez, en 2023, on est à 80 ans. Bah, globalement, 80 ans, ça doit être la durée en fait d'un empire. Donc on peut penser qu'il y a un empire pour qui ça ne va pas bien se passer. Donc on oublie que... Enfin, pardon. Il faut oublier notre vision du monde, qui est une vision qui date d'il y a 80 ans. Et maintenant, il faut prendre en compte que la Troisième Guerre mondiale, elle a commencé. Elle a vraiment commencé. Si vous vous rappelez même la Seconde Guerre mondiale, alors il y a 2 façons de la voir. 1er septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. C'est la première lecture. Il y a une deuxième lecture si on prend un tout petit peu de recul. On remonte un peu avant. Des gens vont vous dire, la Deuxième Guerre mondiale, elle a commencé le 7 juillet 1937, lorsque le Japon envahit la Chine. 7 juillet 1937, c'est facile, hein, 7-7-7. Donc 2 ans avant, le Japon envahit la Chine. Il y a des gens qui vont plus loin. La Seconde Guerre mondiale, elle a commencé en juillet 1936. Juillet 1936, ça vous fait penser à quoi?
Quelle guerre? 36. Bien vu. La guerre d'Espagne. 36, c'est la guerre d'Espagne. Et c'est la guerre d'Espagne, c'est pas seulement des Espagnols contre des Espagnols, c'est des Espagnols. Certains sont aidés par les Soviétiques, d'autres sont aidés par, déjà l'Axe, les Italiens et les Allemands. Donc il y a des gens qui remontent le début de la Seconde Guerre mondiale à 37, voire à 36. Donc 3 ans avant vraiment on va dire le déclenchement global. La question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de vivre un peu la même chose? Est-ce qu'on n'est pas en train de vivre des espèces de guerres précurseurs un petit peu d'un mouvement qui peut être un mouvement beaucoup plus puissant, beaucoup plus violent? Donc, guerre précurseur, il y a eu, il n'y a pas encore très longtemps, il y a eu la Syrie, là maintenant il y a l'Ukraine. Donc, est-ce que ce n'est pas des prémices d'un affrontement qui peut être un affrontement majeur? Donc, je dirais, il faut qu'on l'intègre, il faut qu'on y soit prêt. C'est une possibilité. Ça ne veut pas dire qu'on sera tous morts, mais bon, ça veut dire qu'il vaut mieux s'acheter un drap blanc et puis dès que ça va aller mal, aller marcher tranquillement vers le cimetière. C'est lié aux accords. C'est le problème des accords qui sont en cours. Oui, c'est ça. Ça crée automatiquement et ça enclenche. Donc là, l'accord, c'est l'OTAN. Donc, s'il se passe quelque chose de pas très bon avec un des pays de l'OTAN, tout va dérouler. Alors, voilà un petit peu ce dont je vais vous parler. Globalement, je vais vous parler un peu des grands ensembles qui sont en train de se former dans le monde. On va parler aussi de réalité économique, parce que alors là, question désinformation et imbécilité qui ont été proférées depuis un an, vous allez voir, c'est massif. On va parler de l'isolement de la Russie. On va parler aussi des signes du basculement, du tournant technologique, des accélérateurs de la crise, et puis on va essayer de... Là, c'est vraiment ce qu'on appelle les futuribles, les futurs possibles. C'est vraiment pour lancer le débat, pour qu'on en discute entre nous. C'est d'esquisser un peu des possibles. Qu'est-ce qui peut se passer et qu'est-ce qu'on peut nous faire derrière? Alors, on commence. Les grands ensembles. Alors, ce qu'on appelle la communauté internationale, vous savez, dans les médias sans arrêt. Et la communauté internationale condamne, et la communauté internationale décide que... La communauté internationale, c'est ça. Ce qui est en jaune. Donc, globalement, c'est... OK, le 51e, 52e, 53e, 54e État des États-Unis, le Canada, toute l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la Corée. Voilà. Ça, non. Surtout pas. On va en parler. Donc ça, c'est la communauté internationale. La communauté internationale condamne, voilà. Le reste du monde, globalement, s'en fout. Ça représente moins de 20% de la population mondiale. Moins de 20%. D'accord? 360 millions, 450, on est à 800. 100 millions au Japon, on est à 900. 50 millions là, on est à 950. Allez, on va faire cadeau aux Australiens, on est à 1 milliard. On est un peu plus de 7 milliards sur Terre. 1 milliard contre 7 milliards. Alors les gens vont vous dire, oui d'accord, mais enfin bon, les 6 autres milliards, on s'en fout, ils comptent pour pas grand-chose. Là, on va voir. On va voir s'ils comptent pour pas grand-chose. OK? Donc voilà la communauté internationale. Alors en face, les BRICS. Donc je vous rappelle, les BRICS ont été créés en 2000, je vais vous dire une bêtise, je ne sais plus si c'est 2009, je crois que c'est 2009. Alors donc voilà, je vous ai mis ici le truc pour les représenter géographiquement, pour qu'on les cale. Donc c'est à la fois 5 pays, et à la fois il y a un truc qu'il faut garder à l'esprit, parce que vous allez voir, ça va revenir. Il y en a un en Afrique, et il y en a un en Amérique. Et vous allez voir pourquoi ça a une importance dans la suite. Et évidemment, il y en a 3 en Asie, voilà. Dans le bloc eurasiatique, on va dire. Alors voilà maintenant qui sont les alliés des BRICS. Alors déjà, quand on voit ça, on se dit, tiens, finalement, ça se colore pas mal, quoi. OK? Donc on retrouve qui? Globalement, tout le reste de l'Amérique latine. On retrouve ici le Nigeria, l'Égypte. Donc vous voyez, déjà en Afrique, on commence un peu à attacher d'autres pays. Je ne parle même plus de l'Amérique latine. Eux, ils sont tellement contents de renvoyer l'ascenseur aux Américains qui font régner là-bas la terreur depuis 120 ans, depuis 1898, je vous rappelle. Puis 1898, globalement, ils considèrent que c'est leur chasse gardée. Et puis ici, regardez, on a tout un tas de pays. Bon, on en reparlera, la Biélorussie, le Kazakhstan, l'Iran, la Turquie, la Syrie, et puis là, donc, le Myanmar, la Thaïlande, l'Indonésie. Voilà. Encore une fois, on va parler de ces pays-là. Alors, maintenant, l'extension des BRICS. Donc, voilà les pays qui vont rentrer dans les BRICS. Alors, normalement, devrait rentrer en juillet 2023, c'est-à-dire dans 6 mois. L'Argentine, l'Égypte
et l'Iran. Donc cela, globalement, c'est acté, ça a été annoncé officiellement, etc. Donc ça fait quand même déjà du monde. 100 millions d'habitants, 100 millions d'habitants, je crois que l'Argentine, c'est plutôt 40. Voilà. Mais bon, ça compte, et vous voyez, c'est deuxième pays ici en Amérique latine. Et on sait que sont sur les rangs l'Algérie, le Nigeria. Nigeria, c'est 200 millions d'habitants, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. L'Algérie, qui est en train de devenir vraiment une puissance militaire. Il faut savoir que l'Algérie, qui a quand même des ressources importantes, surtout avec l'énergie, investit énormément au niveau de l'armement, au niveau de l'équipement militaire, et a des accords historiques depuis, on va dire, 60 ans avec la Russie, qui leur fournit du matériel top techno, quoi, pas des trucs des années 50. Okay, et donc il y a d'autres pays qui en fait sont pour le moins plus ou moins en train de se poser la question. Vous avez le Kazakhstan, et puis vous avez l'Arabie Saoudite. On y reviendra tout à l'heure parce que ça c'est quand même... vous imaginez ce que ça représente si l'Arabie Saoudite un jour rentrait. On va y revenir tout à l'heure. Et aussi ce pays qu'il ne faut pas oublier, l'Indonésie, le plus grand pays musulman du monde. Plus de 200 millions d'habitants. Avec une économie prospère, on va en reparler, on va y revenir. Donc voilà un petit peu la réalité. Donc vous vous rappelez, on avait cette espèce de collective Ouest, on va dire la communauté internationale, et voyez ce qui est en train de se passer. Alors, maintenant je vais vous parler, parce que ça on en parle beaucoup, les produits intérieurs bruts. Donc c'est comme ça qu'on mesure traditionnellement. Là il y a un spécialiste, si je dis une bêtise, n'hésite pas à me corriger, Nicolas. Ok, donc on va parler des PIB. Et moi je vais vous dire que globalement, pourquoi est-ce qu'on utilise traditionnellement une présentation trompeuse? Alors le PIB traditionnel, c'est ce qu'on appelle le PIB nominal. Alors, il est toujours très utilisé parce qu'en fait, il favorise le monde occidental. Ok, vous allez voir par quel mécanisme. Globalement, quels sont les problèmes qu'il a? C'est qu'en fait, il est très dépendant des taux de change. Je vais vous donner une illustration. On va dire le PIB pour faire simple. Le PIB de la France, c'est 2600 milliards d'euros. Si vous le comptez en dollars, c'est-à-dire sur les tableaux internationaux au mois d'octobre, à ce moment-là, le taux de change était de 1,05 € pour un dollar. Maintenant, il est plutôt de 0,95 € pour un dollar. Ça veut dire que si vous calculez avec 3 mois d'écart, le PIB de la France, on va dire qu'à ce moment-là, en octobre, il valait donc les 2000, allez, on va faire simple, on arrondit à 2500 milliards d'euros, ça représentait 2350 milliards de dollars. Maintenant, le même PIB, il vaut 2650 milliards de dollars. Donc on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. En plus, il faut savoir qu'il y a des pays, beaucoup de pays, on va dire dans les pays qui étaient des pays qu'on appelait en développement, qui sont maintenant des pays émergents. On dit les pays émergents, ce qui fait sourire. Vous allez voir quand on va voir le classement, vous allez voir où ils en sont, les pays émergents. Vous allez voir que c'est un délire occidental de les présenter comme ça. Et la terminologie n'a pas évolué, parce qu'il y a longtemps qu'on utilise ce terme. Et donc, on a maintenant face à ça, donc pour éviter ce genre de choses, qui est la véritable mesure, ce qu'on appelle la PPA. C'est la parité de pouvoir d'achat. Vous comprenez bien, par exemple, que quand on va dire, on va prendre un exemple simple, vous achetez un McDonald's, vous le payez ici, on va dire en France, 5 €. Vous allez le payer, par exemple, en équivalent, je prends des euros, je vais à Moscou, je le paye 1,80 €. Il y a problème. Donc ça veut dire, je vous donne un exemple de McDo, mais c'est vrai pour plein de choses. C'est vrai pour les produits, pour l'essence, pour un abonnement sur Internet, etc. Donc en fait, l'idée, c'est de comparer, de prendre la réalité des prix, donc le coût de la vie au sein de chaque pays, et de recalculer avec un panier. Vous allez faire un panier, par exemple, de 200, 300 biens et services. Vous allez comparer le prix de ce panier. Vous allez dire, par exemple, ce panier, il coûte aux États-Unis, je ne sais pas moi, 15 000 $. Quand vous allez en Turquie, il va coûter, si je le mesure en dollars, il va coûter 7 800 $. Si je vais en Russie, il va coûter 5 200 $. Donc l'idée, c'est de recalculer les parités de change, non pas avec le taux de change sur les marchés des monnaies, donc ce qu'on appelle globalement le forex, mais de le calculer en comparant les divers paniers. Je vais vous donner un exemple, et c'est là on voit quand je pense que ce type, il est ministre de l'économie et des finances, mais c'est pathétique. Et qui va passer au FMI. Voilà. Et il vous dit que, quand il a commencé à parler au mois de février,
La Russie, de toute façon, on s'en fout, on va la mettre à genoux. C'est l'équivalent de l'activité économique de l'Espagne. Alors voilà. Si vous calculez en PIB nominal, donc déjà ils se trompaient, les chiffres datent, je crois, de 2020, donc ils ont un petit peu de retard, mais c'est pas grave. Ok ? La Russie, c'était 2100 milliards de dollars, l'Espagne, 1400 milliards de dollars. Donc déjà, c'était quand même 50% de plus que... Mais si vous le comparez en PPA, regardez la réalité. Comme le coût de la vie en Espagne est un peu moins élevé qu'en France ou aux États-Unis, le 1400 milliards de dollars, il devient 1800 milliards de dollars. Donc encore une fois, vous voyez, il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de trucage. Vous allez au restaurant en Espagne, ici vous allez payer 25 euros, vous êtes en Espagne, vous allez payer 18 ou 17. Enfin, c'est parmi vous qui vont en Espagne, vous voyez un peu comment ça se passe. Donc quand on calcule en PPA, le pays de l'Espagne, il est de 1800 milliards. Et quand vous le calculez en PPA, le PIB de la Russie, il est de 4000 milliards. Et non pas de 2000. Donc il a doublé, je dirais magiquement, non pas magiquement, mais en prenant en réel le coût de la vie et la réalité des prix. D'où l'importance, quand on veut comparer des pays, on va en parler sur les poids relatifs, et vous allez voir comme ça va. Je vais vous projeter un tableau, on va y passer un peu de temps parce qu'il y a pas mal de chiffres. Ça bouleverse complètement la vision qu'on a du monde. Mais complètement. Alors, je vais vous projeter, je suis désolé, mais je voulais quand même le montrer. On va parler tout en détail. Voilà. Vous avez les pays en PPA. Alors, on n'arrête pas de nous dire depuis des années, oui, la Chine est toujours deuxième, elle se rapproche des États-Unis, mais les États-Unis restent en tête. C'est un mensonge éhonté. Les États-Unis, la Chine est première avec 24 000 milliards de dollars. Les États-Unis sont deuxième avec 20 000 milliards. Le troisième, c'est l'Inde. L'Inde. 9 000 milliards, quasiment 9 000 milliards. Il faut savoir que l'Inde a une très forte croissance. Okay, c'est pas du tout un pays qui stagne. Hein. Donc, le Japon, quatrième, 5 000 milliards. L'Allemagne, cinquième, 4 400 milliards. La Russie, sixième, 4 000 milliards. Donc, vous voyez, déjà, ce n'est pas ce qu'on voit. Et regardez ce qui se passe. Après l'Indonésie, 3 300. Le Brésil. Et arrive maintenant la France, la Grande-Bretagne. Et juste derrière nous, la Turquie. L'Italie juste derrière, le Mexique est là. Donc vous voyez un peu, quand on voit déjà ça, l'autre vision du monde qu'on a. C'est pas, on se dit, bah ok, mais le collectif Ouest, alors vous allez voir, on va en parler. Donc je vous ai mis ici le G7. Donc vous savez, le G7, vous vous rappelez, c'est États-Unis, Japon, Allemagne, France, Italie, Grande-Bretagne et, j'en oublie un, le Canada. Voilà le G7. 41 000 milliards. Si j'ajoute la communauté internationale, vous vous rappelez qu'on avait fait en jaune tout à l'heure, on en rajoute 10 000 milliards. Pourquoi ? Parce qu'on rajoute des pays un peu plus petits. On va rajouter le Danemark, la Suède, les Pays-Bas, l'Autriche, etc., etc. Donc on rajoute ça. On est à 51 000 milliards. Voilà le détail. Et maintenant, on va prendre les BRICS. Les BRICS actuels, aujourd'hui, face au G7. Ouais. Donc déjà ici, il y a 7 pays. Là, il y en a 5, mais ils sont au même niveau. Voilà. Et il ne faut pas compter sur eux pour s'arrêter de croître. Il ne faut pas compter sur la Chine pour s'arrêter, pour l'Inde pour s'arrêter. Et regardez maintenant, on va prendre les 3 autres qui arrivent au mois de juillet, pas dans 10 ans. On est à 44 000 milliards. Donc ça veut dire que si vous prenez le BRICS 8, il est déjà plus important économiquement que le G7. Donc c'est vous dire que déjà, même psychologiquement, les gens qui appartiennent au BRICS 8, ce que dit le G7, ouais, ça nous intéresse, mais on peut vivre sans vous, quoi. Et ils vont vivre sans nous. Et là, regardez, il y a une autre hypothèse, c'est de mettre le BRICS 10. Alors le BRICS 10, excusez-moi, il y avait... qu'est-ce qu'on a rajouté? Pardon, merci. Il y a un qui manque, l'Arabie Saoudite et la Turquie. Turquie et Arabie Saoudite. Voilà. Qui sont là. L'Iran, il doit déjà être dedans, si je ne dis pas de bêtises, il est là. Il est déjà dedans. Hein. Donc voilà, donc vous avez... Sans parler des impacts géopolitiques, vous imaginez si l'Arabie Saoudite et la Turquie rentrent dans les BRICS, c'est même au-delà d'une problématique économique, c'est une problématique géopolitique majeure, parce que ça casse les alliances. Je vous rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN, hein. N'oubliez pas. Je vous rappelle que l'Arabie Saoudite,
c'est le pilier du dollar, le pilier du pétrodollar. Pour les États-Unis, c'est terrifiant. Terrible. Le pétrodollar, c'est pour ça, je vous rappelle que, pas oublier que c'est pour ça que Saddam Hussein est mort, parce que Saddam Hussein avait décidé de vendre son pétrole en euros, ça ne lui a pas bien réussi, et c'est aussi pour ça que Kadhafi est mort. Kadhafi avait décidé de vendre son pétrole en or, et il avait décidé de créer une espèce de monnaie un peu commune à l'Afrique, qui serait basée sur l'or. Voilà, donc ça ne leur a pas bien réussi. Peut-être qu'ils veulent essayer de faire la même chose avec Poutine, mais là, bonne chance. Bonne chance. Donc voilà un petit peu déjà, vous voyez, pour avoir la réalité du monde économique. Donc nous ne sommes plus le monde dominant. Nous sommes un monde non dominant et nous sommes un monde en déclin. Premier déclin qui est évident, qu'on connaît tous, la natalité. Donc à partir du moment où vous avez de moins en moins d'enfants, ben, on sait qu'est-ce qui fait la croissance, c'est la consommation des jeunes. Quand on est retraité, mécaniquement, on consomme moins, on voyage moins, on s'achète moins de trucs parce qu'on a moins envie, etc. etc. Donc ce n'est pas les retraités qui tirent la croissance, c'est les jeunes. Donc un pays où il y a une dénatalité, vous avez vu les derniers chiffres sur la France là? Vous avez vu? Il manque combien de naissances? C'est ça, il manque 80, 100 000 naissances, il manque 746 000. Voilà, c'est ça, il manque 46 000 naissances par rapport à la tendance. Alors, maintenant on va parler de l'isolement de la Russie. Alors, on y va. Les sanctions. J'ai pris juste un exemple simple, parce que c'est un exemple qui n'est pas, entre guillemets, discutable. C'est les revenus russes d'exportation en gaz pétrole. En 2021, avant les sanctions, 133 milliards de dollars. En 2022, 172 milliards de dollars en pleine sanction. Croissance 29%. C'est sûr que chercher l'erreur. Le maire a gagné. Chercher l'erreur, le maire a gagné. Ouais. Le maire, vraiment, le maire est une épée. Ouais, c'est vraiment une épée. Donc voilà déjà, vous voyez, juste un chiffre. C'est la mode, le maire. C'est ça. Alors maintenant, on va parler des succès. Alors on parlait, donc je vous rappelle, excusez-moi, l'isolement de la Russie. Alors on va dérouler un certain nombre de ce que je considère être les succès stratégiques de la Russie. Vraiment, quand je dis stratégique, vous allez voir pourquoi, je pèse vraiment mes mots. Alors, là, je ne suis pas dans le bon ordre. Voilà. Le premier succès stratégique, c'est la Biélorussie. Alors ça a l'air anecdotique, mais ça n'est pas tant que ça. Biélorussie, 10 millions de personnes, globalement des Russes. Biélorusses, Russes blancs, Russes, bah, bref, c'est des Russes, quoi. C'est comme les gens dans le Donbass, c'est des Russes. Alors, pourquoi c'est un succès stratégique? Parce que pendant très longtemps, y compris avec le président actuel, Loukachenko, qui est au pouvoir depuis longtemps, depuis bref, plus de 20 ans, donc la Russie voulait se rapprocher de l'UE. Puis il y avait un peu une tendance de se rapprocher de l'UE. Et il y a quelques années, la Biélorussie a essayé de dire on va essayer de s'équilibrer entre lorgner vers l'UE et puis garder quand même un contact avec la Russie, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent très bien que les ressources énergétiques, c'est la Russie. Donc c'est bien beau de lorgner vers l'UE. Mais si vous avez des ressources énergétiques chères, du pétrole cher, du gaz cher, vous n'êtes pas bien. Donc il a voulu rééquilibrer. Ben oui, mais ça n'a pas plu. Comme par hasard, il y a eu un coup d'État en 2020, il y a 2 ans et demi. Ils ont essayé de renverser Loukachenko. Évidemment, je ne vous demande pas besoin de vous dire qui est derrière. Okay. Tentative similaire au coup d'État qui, lui, a réussi en Ukraine, le coup d'État de Maïdan. Et là, il a foiré. Parce qu'en fait, comme les gens ont quand même retenu l'expérience de l'Ukraine, ils sont en veille. Je vous rappelle qu'il y a eu la tentative 2016 en Turquie, 2018 ou 2019 au Kazakhstan. Okay, pareil, hein, il a été déjoué. Donc si vous voulez, on va dire que depuis, on va dire, une dizaine d'années, disons suite à l'expérience de la Syrie où les États-Unis ont pris des coups sur les doigts, ils ont tenté de déstabiliser la Turquie, ils ont tenté de déstabiliser le Kazakhstan et la Biélorussie. Et comme ils avaient pris un peu de recul, je dirais globalement la Russie et ses alliés, ils ont décidé d'agir très vite. Donc ils ont agi très très vite. Donc vous imaginez l'attitude que peut avoir Loukachenko maintenant vis-à-vis de l'Occident. Donc, pourquoi c'est un succès stratégique? Parce qu'en plus, maintenant, il y a une alliance militaire totale. Vous savez qu'il y a des troupes russes qui sont en Biélorussie, que les Russes leur déversent énormément de matériel, du matériel très haut de gamme, hein, chasseurs, tanks, etc., de dernière génération. Et il y a même un projet de fédération Russie-Biélorussie. Donc ça veut dire qu'on est dans une situation où il y a 10 ans, la Biélorussie était orientée vers nous, le collectif Ouest, l'Occident. On a quand même réussi en 10 ans à tout bousiller
et à les envoyer dans les bras de la Russie. Donc on est vraiment des cadors. Au niveau géostratégique, on est des cadors. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais je crois que là, il faut qu'on soit conscient de tout ça. Donc pour moi, ce rapprochement, c'est plus qu'un rapprochement. C'est un succès stratégique majeur. Je vous rappelle aussi que l'intérêt de la Biélorussie, c'est que c'est un coin qui s'enfonce. Vous voyez un peu géographiquement, c'est un coin qui s'enfonce entre, au nord, les États baltes, tout à l'ouest, la Pologne, et puis au sud-ouest, je dirais l'Ukraine, quoi. Alors, deuxième succès stratégique, le rapprochement avec la Chine. Alors, vraiment, on a poussé la Russie dans les bras de la Chine. Pendant longtemps, la Russie tapait à la porte de l'Occident. La Russie voulait rejoindre éventuellement l'UE, la Russie voulait rejoindre l'OTAN, pour des raisons simples. C'est que c'est des gens, globalement, qui sont de notre même rameau, du même rameau culturel que nous. Ok ? Donc, ça paraît évident. La Chine, c'est un monde totalement différent, parce qu'on sait que, bon, par exemple, en Russie, il y a une majorité de chrétiens, il y a une minorité aussi de musulmans, mais qui sont des Russes depuis 500 ans, 600 ans, 700 ans. Ce n'est pas des immigrés, quoi. Les musulmans russes, c'est des Russes depuis je ne vais pas dire un millénaire, mais pas très loin, depuis 700-800 ans. Et donc, globalement, il y a quand même une distance avec le monde chinois. On a réussi à les pousser. Alors, il y a une collaboration militaire, on n'en a pas trop parlé ici. Il y a une chose qui s'est passée. C'est la première fois que ça s'est passé. L'année dernière, au mois de novembre, il y a des bombardiers chinois qui sont venus se poser en Sibérie pour faire des manœuvres aériennes communes. Ça ne s'était jamais passé. Il n'y avait jamais eu, je vous rappelle que, parmi nous, les plus anciens s'en souviendront, il y a eu une guerre en 1971, disons fin des années 60, entre la Russie et la Chine. C'était une guerre assez chaude, quand même. C'était sur le fleuve Amour. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui se souviennent de ça, le long du fleuve Amour. Donc il y a quand même eu des tensions extrêmement fortes entre la Russie et la Chine. Et donc là, il n'y avait jamais eu ça. Des bombardiers chinois sont venus se poser et ils font des manœuvres communes en Asie-Pacifique. Donc aériennes et navales. Donc globalement, l'idée, c'est de préparer en disant, les Russes sont là en disant, si un jour vous avez des problèmes avec les Américains qui viennent vous titiller à Taïwan, vous pourrez compter sur nous. C'est ça le message. Actuellement, les Russes peuvent compter sur la Chine qui leur achète en masse des matières premières, qui leur renvoie en masse des biens d'équipement, des biens de consommation, etc. Et donc, le rapprochement est là. Alors, voilà. Et il y a aussi un truc qui est très important, c'est que les échanges sont importants. Je crois que les échanges cette année, l'année dernière, c'était un peu plus de 200 milliards de dollars entre la Russie et la Chine. Et donc, maintenant, il n'y a plus de dollars entre eux. Soit ils se payent en roubles, soit ils se payent en yuan. Puis après, ils font la bascule, vous savez. Ils ramassent des yuan, ils ramassent des roubles, puis après, ils font la bascule. Alors après, je ne sais pas, ils se payent comment. Peut-être qu'ils échangent de l'or, etc. Parce qu'ils ont de tels stocks d'or qui peuvent se permettre de passer de l'or de l'un à l'autre. Automatiquement, le dollar, il est... Voilà. Et sur la touche. Là, c'est fini, il sort là-bas. Et alors aussi, il y a un truc important, c'est que les États-Unis, comme c'est une puissance navale, un peu dans la tradition, on va dire, en britannique, c'est l'héritier de la tradition navale britannique. Donc globalement, ils se disent, on va contrôler les océans, on a 10 task force de porte-avions, on a 10 porte-avions avec toutes leurs armadas, et avec ça, on va contrôler le monde, on va contrôler les océans. Donc globalement, là, il y a un truc simple, c'est que si les États-Unis bloquent les routes maritimes, eh bien en fait, toutes les approches en matières premières leur sont garanties. La Russie leur déversera tout ce dont ils ont besoin, du gaz, du pétrole, du nickel, comme on dit, you name it, voilà, tout ce qu'ils veulent. Donc pour eux, c'est, en cas de conflit tel qu'on va en parler après, qui risque d'arriver autour de Taïwan, ils sont tranquilles au niveau des appros. Donc c'est un succès stratégique majeur. Et encore une fois, une réussite de notre part. On a poussé des Russes qui voulaient se rapprocher de nous dans les bras des Chinois. On va continuer. Rapprochement avec l'Iran. Alors l'Iran, donc je vous rappelle, un pays de 100 millions d'habitants. Okay. Achat-vente de matériel militaire. Donc, comme vous le savez, les Russes ont acheté pas mal de drones chinois et sont actuellement en train de négocier la vente de Sukhoi S-35, donc quand même la génération, pas la génération, on va dire, ce qu'on appelle dans les chasseurs la 5e génération, qui sont les avions plutôt furtifs, comme le dernier Sukhoi, là, le 57, ou comme le F-35 américain, mais la génération qu'on appelle 4,5, donc le Sukhoi 35, des systèmes aussi antiaériens de type S-400, typiquement celui qui a été vendu à la Turquie.
Donc ça veut dire que les Russes sont en train de fournir à l'Iran du matériel militaire de très haute technologie. Jusqu'à maintenant, ils se retenaient de le faire. Maintenant, ils ne se retiennent plus. C'est parti. Et alors, il y a aussi un truc qui, alors, je ne sais pas, vous en avez peut-être entendu parler, du corridor Russie-Océan Indien. Alors, je vais revenir, je vais prendre la carte. Alors, écoutez, il y a juste une carte. Alors, ce truc de corridor, c'est un truc très important. Bon, là, il y a la Russie. Alors, pour vous situer un petit peu, ici, il y a... attendez, ça, c'est la mer Noire. Ça, c'est la mer Caspienne. Et la mer Caspienne, ici, si vous voulez, il y a Astrakhan. Et ici, il y a la Volga. Donc, en fait, la Volga est reliée à tout le reste de la Russie par des canaux très importants. Pour vous donner un exemple, un bâtiment de guerre, il peut passer de la Volga sur un autre fleuve en prenant les canaux. Ce n'est pas le canal de Bourgogne, hein. 6 mètres de large, etc. Là, c'est plutôt 60 mètres de large. Et donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont pris un accord avec l'Iran. Historiquement, la Russie a toujours voulu, depuis, on va dire, ce qui est légitime, hein, c'est depuis plus d'un siècle, les accès aux mers chaudes. Parce qu'ils n'ont pas d'accès direct aux mers chaudes. Ce qui avait provoqué d'ailleurs la guerre en 1850 contre les Russes par les Britanniques, les Turcs et les Français en Crimée, la guerre de Crimée. D'où le boulevard de Sébastopol à Paris. Donc en fait, si vous voulez, leur but, c'est d'accéder aux mers chaudes. Donc en fait, ils ont signé un accord où en fait, il va y avoir un corridor qui va aller de Russie jusque-là, de deux manières. Il va y avoir des ferries, des ferries et des bateaux, parce que vous voyez, c'est quand même, regardez la France, ça fait 1000 km. Donc vous voyez, de long, ça fait quoi, 1200 km. Donc c'est quand même une grande mer intérieure. Puis ici, des lignes de chemin de fer à très haut débit. Donc en fait, ils vont faire passer tous les matériaux, minerais, pétrole, tout ce que vous pouvez imaginer, produits finis qui vont venir d'Inde, qui vont passer par là. Donc en fait, il va y avoir un corridor qui va faire passer les marchandises de Russie vers l'océan Indien et qui va revenir dans ce sens-là. Donc vous imaginez aussi l'intérêt pour l'Iran. Donc ça veut dire que déjà, vous court-circuitez quoi? Vous court-circuitez le canal de Suez. Vous court-circuitez toute cette zone qui peut être éventuellement un lac de l'OTAN, voyez. Voilà, c'est un peu fermé. Donc, vous voyez, vous passez là, il faut passer le détroit des Dardanelles, c'est quand même la galère. Là, vous êtes tranquille. Hein. Parce qu'une fois que ça arrive là, ça arrive dans le système fluvial russe. Là, tranquille, quoi. Ils s'affranchissent voilà. Des détroits. Des détroits. Ils s'affranchissent des détroits qui sont contrôlés. Je vous rappelle que le système fluvial russe est quelque chose de très développé. C'est historique. Je veux dire, il y a 1000 ans, quand la Russie a été fondée il y a 1000 ans, je vous rappelle que la Russe de Kiev, elle a été fondée par des Scandinaves, donc par des Vikings qu'on appelait les Varegs, qui sont arrivés ici et qui en sont descendus en suivant une partie de la Volga, puis ensuite ils ont rejoint le Don, etc. Donc en fait, historiquement, les bateliers de la Volga, vous savez, on en a beaucoup parlé dans l'imaginaire collectif. Donc ça fait partie d'un moyen de communication très utilisé en Russie. Il suffit par exemple, vous regardez, vous prenez Google Earth par exemple. Vous faites un focus, vous allez sur le Don. Par exemple, le Don qui passe au nord de l'Ukraine, etc., ou le Dniepr, peu importe, ou la Volga. Vous zoomez, vous regardez les endroits où il passe des bateaux. Vous voyez la taille du fleuve. Enfin, c'est complètement diabolique. C'est-à-dire le bateau, si vous voulez, c'est la taille d'un doigt sur la photo, puis le fleuve, il est grand comme ça. Donc vous imaginez que les possibilités de communication sont colossales. Donc cet accord est un accord très très important pour le désenclavement, pour l'accès de la Russie aux mers chaudes. Et puis il y en a un deuxième, c'est par les mers arctiques. Ils ont mis en service le plus gros brise-glace, là, il y a quelques temps. Absolument, vous avez tout à fait raison. 9000 km. C'est ça. Et ils gagnent de 17 jours, je crois, un truc comme ça. 17 jours. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ces projections-là, les projections de Mercator, elles sont très trompeuses. Parce que plus vous allez vers les pôles, plus les pays sont gros. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, les pays, le Groenland, c'est assez grand, mais ça n'a rien à voir avec... C'est pas 10 fois la France, quoi. Comme c'est une sphère qu'on met à plat. Voilà. Voilà, donc le fameux corridor. Voilà. Et donc, l'Iran rejoint les BRICS au mois de juillet. Voilà. Donc ça va être un gage de stabilité pour l'économie iranienne, donc qui est sans arrêt bloquée par des sanctions complètement dingues, où ils ont du mal à avoir des médicaments parce qu'il y a des sanctions américaines comme toujours, quoi, etc. Donc là, c'est fini, quoi. L'Iran va être soutenu par la Chine d'un côté, par la Russie de l'autre. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Quand vous avez deux parrains comme ça. Voilà. Autre succès stratégique, le rapprochement avec la Turquie.
Et ça vient de loin, hein, ça vient de loin. Historiquement, je vous rappelle que la Russie et la Turquie, c'est quand même des ennemis historiques. On va dire historiquement, au XVIIe siècle, on parle de l'Ukraine. Tout le sud de l'Ukraine, c'était en fait le Khanat on va dire, un Khanat de... Comment s'appelait le Khan? Ça va me revenir, peu importe. Tatars de Crimée. Donc voilà, c'est l'extension des Tatars de Crimée, donc le Khanat de Crimée, qui était en fait un espèce de vassal de l'Empire ottoman. Ça a été pris, on va dire, au milieu du XVIIIe siècle par un général Potemkin, qui, à l'époque de Catherine II, je ne sais pas si ça vous parle, hein, l'impératrice Catherine II, le Potemkin, c'était son favori, et c'est lui, en fait, qui a conduit les armées russes et qui a, en fait, éjecté qui a conquis tout le sud de l'Ukraine actuelle, l'est de l'Ukraine actuelle, qui était en fait une terre islamique, et y compris la Crimée. Donc, il y a quand même, historiquement, c'est lourd. Au XIXe siècle, je vous rappelle, vers 1850, la fameuse guerre de Crimée, donc avec les Turcs, les Français et les Anglais, pareil, parce que les Français et les Anglais, surtout les Anglais, avaient peur que les Russes accèdent aux mers chaudes. Donc il y a quand même des contentieux assez forts depuis longtemps, ce qui explique aussi pourquoi la Turquie est rentrée dans l'OTAN. Alors, en octobre 22, alors je reviens un tout petit peu en arrière, parce que c'est important, je vous rappelle que 2011 commence la guerre de Syrie, la Turquie est derrière à fond, etc., pour essayer de déstabiliser au maximum la Syrie, récupère le pétrole, finance beaucoup l'État islamique, etc. Et à un moment donné, ils font une connerie. Je ne dis pas que c'est la faute d'Erdogan, mais au niveau de l'armée, ils descendent, vous vous souvenez peut-être, ils descendent un avion russe et ils tuent le pilote. Et là, c'est très très borderline, quoi. Parce qu'ils ne le tuent pas au-dessus de la Turquie, ils le tuent au-dessus de la Syrie. Donc là, les Russes sont très colères, comme on dit. Donc c'est limite, ça ne se passe pas bien. Là, il y a un peu l'intelligence, dire entre les Russes au niveau diplomatique et les Turcs, ils apaisent un peu la chose. Je sais que la Turquie présente des excuses officielles à la famille, à la Russie, à la famille du pilote, etc. Ils ont aussi dédommagé, c'est symbolique, mais ils ont dédommagé financièrement la famille du pilote, etc. Bref, donc ça apaise le truc. Et en même temps, l'Occident, toujours à la manœuvre, les ricains, essaie de déstabiliser la Turquie en essayant de renverser Erdogan, en s'appuyant, vous savez, sur Gülen, qui est un opposant historique, qui est un islamiste opposant historique de Erdogan, qui vit aux États-Unis. Donc ils essaient de déstabiliser, de renverser. Il semblerait, les infos, a priori, c'est que ce soit en fait les services secrets russes qui aient prévenu les Turcs, en leur disant ils se trament quelque chose contre vous, donc ils ont pu prendre des mesures. Donc ça les a un peu rapprochés. Et donc la Turquie a essayé de garder un peu un équilibre depuis le début de la crise ukrainienne en disant on n'est ni pour l'un ni pour l'autre, on continue à commercer avec l'un, on continue à commercer avec l'autre, ce qui peut se comprendre, ils ne sont pas partie prenante. Ce n'est pas des belligérants, ils ne sont pas là pour rajouter de l'huile sur le feu, donc ils ne le font pas, à tel point qu'ils ont même hébergé les accords. Vous savez, il y a eu des négociations qui ont eu lieu en mars 2022, un mois après le début de la guerre, où l'Ukraine est venue négocier à Ankara avec les Russes. Et a priori, ils ont trouvé un accord. Et à ce moment-là, vous avez un des larbins de l'Occident, en l'occurrence le Premier ministre Boris Johnson, qui a déboulé en vitesse à Kiev et qui a dit surtout vous signez pas, surtout vous signez pas. Si vous signez, on ne garantit pas votre sécurité. Quand l'Occident ne garantit pas votre sécurité, ça veut dire que normalement, dans le mois qui suit, vous êtes mort, en clair. Donc, ça a cassé les négociations. Et donc, la Turquie a continué son truc d'équilibre entre les deux. Et là, il y a eu un coup de génie fait par la Russie. Suite au blocage des approvisionnements par les gazoducs, la Russie a proposé à la Turquie de devenir le hub pour le gaz. Donc vous imaginez l'importance. Déjà, il faut savoir que par la Turquie arrivent deux types de gaz. Par Turkstream, qui est déjà un gazoduc qui arrive de Russie, qui traverse la mer Noire, qui est un gazoduc, on va dire important, mais pas démentiel, plus le gaz qui arrive d'Azerbaïdjan. Donc il y a aussi un gazoduc qui arrive d'Azerbaïdjan qui traverse la Turquie. Donc la Turquie a déjà une vocation, une histoire de, on va dire, transitaire de gaz. Et là, la Russie leur a dit, c'est simple, le gaz qui avant passait qui serait passé par Nord Stream 1, Nord Stream 2, vous savez les gazoducs que les Américains ont fait sauter en mer Baltique, on vous propose de les faire passer chez vous. Donc vous imaginez la manne financière. Deux intérêts pour la Turquie, un, manne financière, et deux, important géostratégique. Vous êtes le hub qui va permettre de faire rentrer ça, donc ils vont faire rentrer ça par le sud de l'Europe. Donc ce gazoduc arrive par la Turquie d'Europe, rentre ensuite
Ouais, ça c'est un point, voilà. Un hub, c'est ça, c'est le point d'attache de plusieurs canaux. Voilà. Donc ça va être le hub de gazier, et donc ils vont déverser vers la Grèce, vers la Serbie, vers la Hongrie, vers l'Autriche, etc., vers qui en veut. Voilà. Donc on a encore une fois réussi. Augmentation massive des échanges commerciaux. Et puis, voilà. Ah oui aussi, chose très importante qui vient de se passer, c'est ça. A priori, Moscou a fait mettre en place des négociations entre la Turquie et la Syrie qui ont eu lieu à Moscou. Et a priori, on s'oriente vers un accord de paix. Donc vous imaginez, pareil, c'est une réussite exceptionnelle. Ils vont arriver à stabiliser stabiliser la Syrie. D'après ce qui se dit, la Syrie va reprendre les territoires du nord de la Syrie dans lesquels la Turquie était rentrée, donc pour que la Syrie reprenne le contrôle total de son territoire. Et là, il y a quelqu'un que ça dérange beaucoup, c'est les US. Puisque je vous rappelle que les US, ils sont venus s'installer dans l'est de la Syrie. Au-delà du fleuve, c'est l'Euphrate. Hein. Oui, ça doit être l'Euphrate, c'est pas le Tigre, c'est l'Euphrate qui coupe la Syrie. Donc ils sont au-delà de l'Euphrate. Ben là, ils vont être gênés, parce qu'il va y avoir les Turcs au-dessus, les Syriens à l'ouest, les Iraniens et les Irakiens qui ne sont pas forcément trop pro-américains. 1 million de morts, ça ne s'oublie pas en quelques années non plus. Hein. Voilà. Donc voilà un exemple de succès stratégique, le rapprochement avec la Turquie. Voilà 3 exemples de manifestation de ce rapprochement. Alors aussi la question c'est, est-ce que la Turquie va continuer à bloquer la Suède et la Finlande? Ça fait des mois que ça dure. Hein. Vous vous rappelez ce qu'ils ont dit? Ils ont mis des conditions extrêmement dures. On veut que vous expulsiez un certain nombre de réfugiés politiques, etc. C'est un peu compliqué parce que maintenant certains ont la double nationalité suédoise et kurde, turque, enfin bref, disons turque. Ok. Et a priori, ils traînent des pieds au niveau de la Suède, surtout de la Suède et de la Finlande. Donc la question, c'est est-ce que la Turquie va jouer le jeu? Donc bloquer l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN, jusqu'au jour où les Américains diront peut-être à la Suède et à la Finlande, bon, finalement, on laisse tomber, vous ne rentrez pas. S'ils disent ça, vous imaginez la position de la Suède et de la Finlande, qui ont craché sur la Russie, qui sont contre la Russie et qui ne sont pas dans l'OTAN. Fragile. La Finlande, c'est 5 millions d'habitants, la Suède, c'est 10. Voilà. Ça fera pas. Et quand vous entendez le discours qu'a eu, il y a 2 jours, la première ministre finlandaise, je crois que c'était à Davos, vous vous dites, on est sur la Lune. Elle a un discours, une rhétorique guerrière qui est surréaliste. C'est comme première ministre d'Estonie. L'Estonie qui a une rhétorique guerrière face à la Russie. Vous savez combien il y a d'habitants en Estonie? 800 000. Il n'y a pas 1 million d'habitants en Estonie. Et ces gens-là, si vous les écoutez, ils sont à Moscou demain midi. Alors voilà, maintenant donc vous avez vu un peu ce que j'estimais être les succès stratégiques. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, hein, c'est à débat, c'est pour... N'hésitez pas. Hein. Alors maintenant, les signes du basculement d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire. Alors, un des cas certainement les plus marquants, c'est l'Arabie Saoudite. Alors, en octobre 22, c'est pas n'importe qui, hein, c'est pas un complotiste. Le président de l'Afrique du Sud a confirmé que l'Arabie Saoudite souhaitait rejoindre les BRICS. Donc, ils ne sont pas prévus pour le moment pour juillet 23. Est-ce que ce sera décembre 23, janvier 24, je ne sais pas. Et voilà, inversion d'alliance. Et le même mois, l'OPEP+, je vous rappelle l'OPEP+, c'est l'OPEP plus la Russie, a réduit sa production de 2 millions de barils par jour. Ce n'est pas anecdotique. Ça s'est fait juste après la visite de Biden en Arabie Saoudite, qui a été reçu pour le moins froidement, qui avait demandé à ce qu'ils ouvrent les vannes, et comme vous dites, c'est le pied de nez. Soit qu'ils ont reparti, ils ont décidé de diminuer la production de 2 millions par jour. Je vous rappelle que dans le monde, ils s'en vendent à peu près 100 millions. Par jour, ils se vendent à peu près 100 millions de barils. Donc on peut dire 2 millions, c'est rien, mais comme le marché est toujours très en tension, c'est pareil, quand vous enlevez 2 millions sur un marché qui est en tension, ces 2 millions, il manque à quelqu'un, quoi. Voilà. Et pourquoi est-ce que l'Arabie Saoudite commence à parler haut et fort un peu, ou à se distancier? Ils exportent 6 millions de barils.
Ils en produisent, je crois, un peu moins de 10 millions, mais ils en consomment beaucoup, pour un tas de raisons, pour climatiser les stades de foot, etc. Il y a 25% qui partent en Chine. Une partie part en Inde. Une partie part en Afrique. OK ? Et il y a... Attendez, c'est il y a 2 jours. On est quel jour? Vendredi? C'est mardi, je crois. Le ministre de l'économie d'Arabie Saoudite a précisé que l'Arabie Saoudite était prête à vendre son pétrole dans d'autres monnaies. C'est majeur. Jusqu'à présent, on vendait qu'en dollars. Il dit maintenant, on va vendre autre chose. Entendez, on va vendre en yuan. Voire en roupies aux Indiens. Voire en roupies. Mais principalement, c'est en yuan. Donc ça veut dire que là, à partir de cette annonce-là, le pétrodollar, il est potentiellement mort. C'est un cadavre. Il a la tête coupée, il continue à marcher. Il pense qu'il est encore vivant. Donc le pétrodollar est en train de mourir. Alors, possible conséquence. Voilà, je l'ai mis là. Ce ne sera plus la monnaie de réserve, qui est une monnaie de réserve actuellement quasi unique. Il y a un peu l'euro, qui était un peu dans les banques centrales, une monnaie de réserve qui était utilisée. Mais nous, on a eu la bonne idée de prendre les réserves russes. C'était notre idée de génie. Okay, Madame van der Leyen nous a dit qu'il fallait confisquer les réserves que les Russes avaient en euros, les avoirs en euros. Mais le jour où vous faites ça, donc qu'est-ce qu'on a fait en Europe? On a confisqué, on a gelé les avoirs de l'État russe. On a gelé les avoirs de tous les, on va dire, des milliardaires russes. On en était jusqu'à geler les comptes bancaires de Russes qui travaillaient ici. On se dit, ok, on est content. Ouais, vous avez vu, on a fait, passez-moi l'expression, on a fait la nique à Poutine. Hein, on a fait la nique à Poutine. Mais vous êtes chinois, vous êtes saoudien, vous êtes un milliardaire chinois, vous investissez en France, vous avez des réserves en France, en Allemagne, en Italie, où vous voulez. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, mais imaginez qu'il y ait des tensions demain ou dans 2 ans entre les États-Unis et la Chine à cause de Taïwan. Qu'est-ce que vont faire les Européens? Ils vont bloquer nos avoirs parce qu'on est chinois? Si demain, les Saoudiens, faisant ça, les Américains disent que non, les Saoudiens, non, c'est pas bien, c'est une dictature. Hein. Non, c'est des salauds, MBS, c'est un assassin, etc. Qu'est-ce qu'ils vont se dire, les Saoudiens, les richissimes, qui ont des villas sur la côte d'Azur, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Russes? On leur a confisqué des bateaux? Moi, je m'en fous, je ne suis pas milliardaire, c'est pas le propos. Mais pourquoi on a confisqué ces bateaux à ces mecs-là? Il n'y a aucune raison. On leur a confisqué des villas. Ben là, ils feront pareil. Ils feront pareil avec les Chinois, ils feront pareil avec les Saoudiens, ils feront pareil avec les Indiens si un jour ils déplaisent. Mais ces gens-là, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Ils le savent, ça. Ils l'ont compris. Donc ça veut dire que l'euro, ben, ils n'en veulent pas. C'est trop dangereux d'avoir de l'euro parce qu'on peut vous le piquer parce que vous ne vous plaisez pas. Et alors voilà, comment les États-Unis vont financer leur dette nationale. Ça, je parle, c'est la dette de l'État américain, qui est supérieure à 30 000 milliards de dollars. Parce que quand vous êtes une monnaie quasi unique, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a besoin de vos dollars pour acheter. Puisque comme la monnaie est unique pour les échanges, vous allez acheter n'importe quoi, du bois au Brésil ou du caoutchouc au Brésil, ben vous allez le payer en dollars. Donc comme vous allez acheter du caoutchouc, vous êtes l'Italie, ben vous avez besoin d'avoir d'assez grosses réserves de dollars au niveau de la Banque centrale d'Italie. Vous êtes l'Arabie Saoudite, vous avez besoin de dollars parce que vous allez acheter aussi, pareil, du bois en Indonésie. Mais le jour où ces pays-là, où le dollar n'est plus la monnaie unique, où les Chinois ils vont vendre leurs produits en yuan, où les Indonésiens ils vont vendre, peu importe en yuan ou en ce que vous voulez, ben, les gens n'ont plus besoin d'autant de dollars. Jusqu'à maintenant, les Américains financent leur dette parce que tout le monde veut du dollar. Tout le monde veut du dollar. Le jour où les gens ne veulent plus trop de dollars. Voilà. Et aussi, il y a un effet géopolitique qui est un peu sous-jacent, c'est que ça va avoir un impact. Imaginez que l'Arabie Saoudite rentre dans un an et demi. Dans 6 mois, l'Iran rentre dans les BRICS. Or, c'est quand même des adversaires, on essaie de les opposer sans arrêt. Et puis évidemment, on jette de l'huile sur le feu pour qu'il y ait des tensions continuelles entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Le jour où ces 2 pays vont se retrouver dans les BRICS, il va y avoir les 2 gros parrains, la Russie et la Chine, qui vont dire « Oh, calmez-vous, on va s'entendre, on va discuter ». Donc ça veut dire qu'il y a aussi, en sous-jacent, ce qui est des choses positives, parce que tout n'est pas négatif, il y a des choses positives, c'est-à-dire que là, ce qui est en train de se passer, c'est un espèce d'apaisement du monde eurasiatique.
C'est-à-dire cette espèce de bloc est en train de s'apaiser. On a vu que les BRICS ont eu un effet très important sur l'apaisement des tensions entre entre la Chine et l'Inde. On sait qu'il y a eu un conflit, vous savez, il y a quelques mois, un conflit de frontière entre la Chine et l'Inde. Mais en fait, les gens, je ne sais pas si vous savez, ils ne sont pas battus avec des armes à feu. Ils sont battus avec des bâtons, etc., justement pour ne pas envenimer les choses. Il y a eu quelques morts, mais en fait, il n'y a pas eu d'échange d'armes à feu, fusils, mitrailleuses, etc. Ça fait 50 ans que ça dure. Voilà, et ça fait 50 ans que ça dure. Mais avant, ça a été une guerre chaude. Ça fait 50 ans, ils se battent un coup de pierre, un coup de bâton. Ah non, non, non. Justement pour pas Non. déclencher la guerre. Ah non, pas du tout. Dans les années 70, il y a eu une guerre chaude entre l'Inde et la Chine. Ils ne sont pas battus à coups de bâton. Hein. Non, sérieux. Ah non, à l'époque, non. Donc, moi, je pense que tout ce qui est en train de se passer, c'est aussi un truc qui est très positif pour le monde globalement, c'est que le monde eurasiatique s'apaise, se stabilise. Les gens, ils se sont dit, OK, on va arrêter de se foutre sur la tronche, on va commercer tranquillement, on va s'apaiser, on va commercer. Le cas de l'Afrique, on va parler de l'Afrique. Alors, c'est un peu provocateur, mais pas tant que ça. Je parle de deuxième décolonisation. La première, elle a eu lieu il y a 60 ans, dans les années 60. Un exemple, là on est concerné au premier chef. C'est encore une réussite chez nous. On se fait sortir du Mali, du Burkina Faso, de République centrafricaine, et a priori, c'est pas très très chaud ce qui se passe au Tchad. Qu'est-ce que vous voulez dire devant ça? Et c'est nous. Et qui va venir? Comme la nature hors du vide, entre autres les Russes sont là, les Chinois aussi, exactement. Alors un autre exemple, il y a eu une guerre qui a été, toujours pareil, c'est un leitmotiv qui devient complètement fou. On sait que les Américains ont tout fait pour qu'il y ait une guerre entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Vous vous souvenez un peu l'Érythrée, c'est une bande de terre. Pardon, c'est une bande de terre, c'est pas méchant ce que je dis. Le long au nord, c'est ça au nord, qui est le long du golfe d'Arabie, qui est le long de la mer Rouge. Le long de la mer Rouge, ce qui fait que l'Éthiopie n'a pas d'accès à la mer Rouge. Ce qui est un peu idiot parce que c'est un très grand pays de 100 millions d'habitants, qui se développe bien aussi l'Éthiopie. Et en fait, donc, ils avaient essayé de créer des tensions parce que, on va dire, je vais plus dire les US parce qu'ils vont avoir les oreilles qui vibrent. Je veux dire, l'Occident se rendait bien compte que l'Éthiopie se rapprochait énormément de la Chine et de la Russie. Donc en fait, ils se sont dit, on va jouer ça, on va déstabiliser l'Éthiopie en favorisant la guerre avec l'Érythrée. Et d'ailleurs, ça ne s'est pas très bien passé parce qu'au début, l'Érythrée s'est rapprochée d'Addis Abeba. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, les gens disaient, ça y est, l'Érythrée a gagné la guerre contre l'Éthiopie. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. L'Érythrée, ça s'est retourné, a commencé à perdre la guerre. Et là, en fait, sont rentrés dans le jeu la Russie et la Chine pour qu'il y ait un traité de paix. Voilà. Donc voilà un autre exemple où, donc vous imaginez maintenant comment l'Éthiopie va réagir vis-à-vis de l'Occident. On a essayé, on va dire, Collective Ouest, il n'y a pas longtemps, il y a 1 an, de déstabiliser le pays en provoquant une guerre avec l'Érythrée. Donc ces gens-là, c'est fini. Pour l'Occident, c'est fini. L'Éthiopie, c'est 100 millions d'habitants. C'est un pays qui se développe bien. Donc c'est un des pays qui a un gros potentiel en Afrique, l'Éthiopie. Voilà, donc ça rejoint un peu ce que je disais. Nos points d'appui, ils se réduisent. Vous vous rappelez, regardez, si vous prenez l'Afrique, ça c'est, on va dire, l'Afrique francophone. Ça ne se passe pas très bien. Ça c'est l'Afrique de l'Est. Qu'est-ce qui reste? Si on regarde bien les grandes masses, l'Algérie, très proche de la Russie. L'Égypte rentre dans les BRICS au mois de juillet. Pareil, gros pays, 100 millions d'habitants. Le Nigeria lorgne vers les BRICS, 200 millions d'habitants. Grosses ressources pétrolières. L'Afrique du Sud. Donc on est bien en train de se rendre compte que l'Afrique, par morceaux, elle s'éloigne de l'Occident. Ah non, mais c'est impressionnant. Et il y a des trucs qui sont impressionnants. On a l'habitude de voir, par exemple, des Africains parler français. Mais maintenant, ce que vous avez, parce que ça existe depuis des décennies, il y a eu beaucoup d'échanges, quelquefois, vous tombez, si vous allez sur des chaînes dans d'autres pays, etc., vous avez un Africain, ministre africain, qui parle russe. Il parle russe, il est interviewé par une journaliste russe, et il lui répond en russe. Donc nous, ça nous interpelle, parce qu'on a l'habitude, on se dit, oui, les pays africains, en dehors de la langue locale, ils parlent français, ils parlent anglais, mais on ne pense pas que, y en a plein qui parlent russe. Et il y en aura de plus en plus et qui parleront chinois. Certains font des études aussi à Moscou dans les grandes écoles. Absolument, bien sûr. Il y en a beaucoup qui sont à l'université de Moscou. Ils font leurs études en Russie. Oui. Ils vont dans les grandes écoles. D'ailleurs, il y a une université à Moscou qui s'appelle l'université Patrice Lumumba. Ouais. Lumumba, ça rappelle des souvenirs à des gens.
Lumumba qui est vraiment dans l'époque, dans les années 60, l'époque de la décolonisation, qui était au Congo, donc le Grand Congo, République démocratique du Congo, qui voulait justement avoir une vraie indépendance, etc. Ben, il s'est fait flinguer. Il s'est fait flinguer par les Occidentaux. Il y a eu des rebelles, comme d'habitude des rebelles. Le type a été pris et puis on l'a retrouvé. Et il a été. Il faisait partie d'une ethnie aussi. Oui, ben, bien sûr, forcément. C'est ce qu'ils ont mis en épingle. Mais globalement, il a été tué par l'Occident. Comme Sankara en Guinée. Burkina Faso. Burkina. Tout à fait, comme Sankara. Pareil. Alors maintenant, deuxième partie, deuxième pendant, après la, entre guillemets, deuxième décolonisation, la bricsisation, j'ai appelé ça la coopération militaire. Alors, Afrique du Sud, l'Égypte rentre, le Nigeria est intéressé. Donc à qui le tour? Quels vont être les prochains qui vont arriver? Algérie? Pardon. Algérie? Éthiopie? Non, Maroc, ils sont trop maqués avec les Occidentaux. Ah, ils sont maqués avec les Occidentaux. Il y a... Mais quand on voit l'Algérie, Éthiopie, etc. Alors aussi, il y a un truc important. Il y a eu en 2021, la Russie a invité les chefs d'État africains à venir lors d'un sommet Russie-Afrique à Moscou. Alors évidemment, l'Occident a mis la pression énorme pour que les gens n'y aillent pas, et les gens y sont allés en masse. Donc c'était un vrai succès. Et donc là, ils en font un dans 6 mois. Et les gens vont y aller en masse. Voilà, donc guerre en Ukraine, bah, globalement... Alors, regardez ça. C'est pas beau, ça? Ah oui, tiens. Le mois prochain. Le mois prochain, il va y avoir des manœuvres militaires au large de l'Afrique du Sud avec les marines chinoises, russes et sud-africaines. On en entend parler dans les médias chez nous de ça? Voilà. Donc vous imaginez jusqu'où va l'intégration. Quand vous êtes arrivé à faire des manœuvres militaires ensemble, ça veut dire que vous avez vu la position stratégique de l'Afrique du Sud, hein? Cap de Bonne-Espérance quand même. Donc vous imaginez si cette zone elle est plus ou moins contrôlée par des patrouilles communes, sud-africaines, chinoises, sud-africaines russes, sud-africaines chinoises russes. Ah ben c'est une zone colossale, colossale. Donc vous voyez un peu l'impact géostratégique. Alors là, on en a parlé, des troupes Wagner sont présentes, ben, on le sait, hein, au Mali, Burkina Faso, etc. Alors, j'espère que je ne vais pas trop dans le détail, ça va, ou il n'y a pas encore eu de suicide. Alors, le cas de l'Amérique latine. Alors, là, il y a un basculement. Alors, je dirais, le basculement qui est là, c'est le basculement, le fait que toute l'Amérique latine est passée à gauche. Je ne dis pas que c'est la solution, ce n'est pas le propos. Je ne suis pas dans une logique gauche-droite, ce n'est pas l'objet. Plus chez les patriotes, on n'est pas dans cette opposition gauche-droite. Mais regardez bien, il reste, on va dire, à droite, entre guillemets, l'Équateur, le Paraguay et l'Uruguay, qui sont quand même des petits pays. Okay, donc ça, c'est un constat qu'on fait actuellement. La vague rose de 2023. Donc ça commence au Mexique. Et alors on a mis ceux qui sont, on va dire, en rouge foncé. C'est, on va dire, les pays qui traditionnellement sont déjà des pays, on va dire, soit avec une culture, une évolution, on va dire marxiste plus ou moins, comme Cuba, voire comme le Nicaragua, mais bon, ça a beaucoup évolué, ou on va dire de gauche depuis plus de 20 ans, c'est le cas du Venezuela à l'époque avec le basculement avec Chavez. Donc voilà, donc 60 ans Cuba, depuis 20 ans le Venezuela, voilà, et en moins de 10 ans, l'ensemble du continent est passé à gauche. Alors, quelques faits. Alors je vous rappelle, regardez la carte, hein. Si vous prenez le Brésil et l'Argentine, vous voyez ce que ça représente. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ces ensembles de pays, ça représente 650 millions d'habitants. Toute l'Amérique latine, 650 millions, à mettre en comparaison avec l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada, qui fait 360 millions, l'Europe 450. Vous voyez un peu l'écran de masse? Donc attention, c'est pas rien. C'est pas rien. Donc, Argentine en 2023. Lula, qui vient d'être réélu président, lui, c'est lui qui avait fait rentrer à l'époque le Brésil dans les BRICS. C'est lui qui avait poussé. Et là, il a dit qu'il voulait donner une nouvelle impulsion à la présence du Brésil dans les BRICS. Et il veut mettre en place ça. Une monnaie commune, pas une monnaie unique. Hein. Vous savez ce qu'il y avait avant notre euro, vous savez l'espèce de, comment ça s'appelait, l'écu. Vous vous rappelez, on avait l'écu avant l'euro, qui était la monnaie commune, qui n'était pas une monnaie unique. Donc là, il veut mettre une monnaie qui s'appelle le Sud, hein, le Sur,
pour les échanges intra-Amérique latine. 650 millions d'habitants. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout de suite, s'ils veulent faire ça, actuellement, quand l'Argentine achète du caoutchouc au Brésil, ils l'achètent en dollars. Quand ils achètent du cuivre au Chili, ils l'achètent en dollars. De l'argent au Pérou, pareil. Donc là, le jour où ça se fait, ben ça veut dire qu'ils sont en train de se rendre compte que le dollar, ça ne va pas très très bien. Donc ils ne veulent pas se retrouver coincés. Et alors, regardez, voilà. Argentine et Russie ont signé, il y a 1 an, un premier accord de coopération militaire. Actuellement, le premier accord de coopération qui existe depuis 1 an, c'est l'armée russe vient entraîner les troupes argentines. On dit, ok, allez, c'est anecdotique. Mais il y a un deuxième truc. C'est des discussions seraient en cours pour la fourniture de chasseurs Sukhoi 30, voire de Sukhoi. Alors, le Sukhoi 57, il s'appelle aussi 75, c'est le chasseur furtif. Il a les 2 noms, enfin, je ne sais pas lequel va être le... Peut-être que le 75, ça sera le nom stable. Voilà. Donc, vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure de l'Afrique du Sud. Vous vous souvenez de la position de l'Afrique du Sud? Maintenant, on parle de l'Argentine. Vous voyez la position de l'Argentine? Donc, vous imaginez, si un jour, comme il y aura en Afrique du Sud, l'Argentine va rentrer dans les BRICS. Pourquoi est-ce qu'un jour l'Argentine n'organiserait pas des manœuvres navales militaires communes avec la Chine et la Russie? Cap Horn, Cap de Bonne-Espérance. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu l'importance de ce qui est en train de se des bascules qui sont en train de se faire. Alors voilà, hypothèse, parce que c'est des bruits qui sont en train de courir. Prochain pays dans les BRICS, le Mexique, la Colombie. Si c'est le Mexique, c'est majeur. Si c'est le Mexique, c'est majeur. C'est 150 millions d'habitants. C'est un pays qui, comme vous le savez, touche les États-Unis, qui utilise une arme. Bah oui, qui utilise une arme qui est la démographie. Donc, quelle immigration? C'est l'arme que les Mexicains utilisent pour dire aux Américains, bon, calmez-vous, parce qu'autrement, on ouvre les frontières. Alors voilà, il est aussi, ce qui est en train de se dire, c'est qu'il y aurait potentiellement des bases russes en Amérique latine. 3 pays ont été envisagés, Cuba, le Nicaragua, le Venezuela. Et le Nicaragua fait un canal parallèle Oui. au canal de Panama. Voilà. Tout le monde est au courant de ça? Ok, pour concurrencer le canal de Panama, qui en fait, vous savez l'histoire du canal de Panama. Hein. À l'époque, il faut savoir que le Panama n'existait pas, c'était un morceau de la Colombie. Lorsque le canal de Panama a été creusé, les Américains ont décidé que non, il fallait que ce soit un État indépendant, quoi. Évidemment, c'est un État complètement un État croupion, Panama, qui dépend totalement des États-Unis, mais ça leur permet de contrôler tout le trafic. Donc ils ont envisagé, donc décidé, de créer un canal parallèle au Nicaragua. Donc voilà. On va parler maintenant de tournant technologique, parce que la technologie, c'est aussi un peu le futur. On le voit actuellement avec ce qui est en train de se passer en Ukraine. Avec le matériel, etc. On voit bien que la technologie, les drones, les missiles hypersoniques, okay, que je vous rappelle, seuls les Russes et les Chinois ont. Voilà. Donc, alors, une petite remarque un peu polémique. Des financiers, des avocats, des marketeurs, c'est bien. Des ingénieurs, c'est peut-être mieux. Alors, regardez. Le nombre d'ingénieurs diplômés par an. 1 300 000 en Chine, 1 million en Inde, 450 000 en Russie, 250 000 aux États-Unis. Donc, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire entre autres que les PIB, alors je parle même plus, même en parlant PPA, les PIB sont en partie artificiels. C'est-à-dire le PIB des États-Unis, il y a quoi? Il y a plein de prestations d'avocats, de prestations de financiers. Dans les prestations, dans les PIB chinois, russes ou autres, ou iraniens, ben, il y a du dur. Pas du pipeau, pas de la flûte, comme il peut y avoir beaucoup dans les pays occidentaux. Et comment font actuellement les États-Unis? Voilà ce qu'ils font. Alors quand ils importent, c'est des gens, ils sont pas obligés, mais ils ont des salaires très très bien payés. Ils arrivent principalement dans la Silicon Valley. C'est globalement des ingénieurs qui arrivent parce qu'ils sont particulièrement doués. L'Inde a une culture, une tradition mathématique. Je vous rappelle que c'est eux qui ont inventé le zéro quand même, hein, les Indiens. Donc c'est quand même pas rien.
Donc il y a une culture mathématique forte en Inde, astronomique, hein, séculaire, et donc il y a beaucoup d'ingénieurs informaticiens en Inde. Donc les Américains importent, donc dans la Silicon Valley, vous avez beaucoup d'ingénieurs indiens, aussi des ingénieurs chinois. Donc c'est comme ça qu'ils contrebalancent le fait qu'ils n'en produisent pas assez, quoi. Ça attire pas. Ça attire pas. Et ça, c'est d'ailleurs un des drames de l'Occident, c'est que les métiers comme ça, on va dire, du monde dur, pas du virtuel et du soft et tout, ça attire plus les jeunes, quoi. Je vous citais une petite anecdote. J'ai un de mes fils, en fait, qui est sorti d'une école d'ingénieur, peu importe, etc., région parisienne, une bonne école. Dans sa promo, 1/3 sont partis dans la finance. 1/3. Vous vous rendez compte? Alors que c'est des gens dont on aurait eu besoin dans les centrales nucléaires, dans, j'en sais rien, dans construction de ce que vous voulez, etc. Alors voilà, l'ingénierie soft, les technologies de l'information. Alors le domaine le plus important actuel, c'est l'intelligence artificielle. Donc les Américains restent forts, mais il y a la Chine et l'Inde qui sont là. Donc ça veut dire que cette espèce de dominance, on en parle beaucoup actuellement, vous avez entendu parler, le chat GPT là. Hein? Hein? Regardez ça, si vous n'avez pas entendu, allez sur Internet et regardez. Chat GPT. Allez voir, c'est une application, c'est diabolique. Ça s'écrit en un seul mot. Chat, C-H-A-T, G-P-T. Allez voir. Ah, ils arrivent à faire des textes. Ah non, c'est redoutable. C'est redoutable. Vous posez des questions, c'est redoutable. Aussi con que nos gouvernants. Oui, mais on l'a testé. Je vais vous donner un exemple très précis. On l'a testé sur un truc, c'est... Je vends des produits de sécurité, c'était fait dans cette logique-là. Je vends des produits de sécurité, de protection. Qu'est-ce que je dois faire pour trouver plus de clients? Et ce qui sort, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Il ne faut surtout pas balayer ça d'un revers de main. Essayez-le, testez-le, prenez un sujet que vous connaissez. Puis posez une question, vous tapez la question. Vous la tapez en langage naturel. Chat GPT. Et vous allez voir la puissance du truc. Surtout que c'est les premières versions, donc on peut imaginer d'ici 2, 3, 4, 5 ans. Alors l'ingénierie hard maintenant. Alors dans le domaine du pétrole, les USA ne dominent plus. C'est fini. Maintenant, on peut dire la Russie, par exemple, est au niveau. C'est-à-dire du pétrole, les mines de nickel, l'extraction dans les parties arctiques, etc. Dans le domaine militaire, c'est la Russie qui a la meilleure techno. Missiles, hypersoniques, système de défense hypersonique. Ce qui est en train de se dire, c'est que si l'OTAN décide de rentrer en Ukraine, il y a une chose que peuvent faire les Russes, très vite, sans aller dans du très très lourd, c'est avec les missiles, la génération, vous avez vu, on a parlé des S-400, c'est avec les S-500 et les S-550, qui est la toute dernière génération de systèmes antimissiles, d'aller descendre les satellites américains. Voilà. Donc ce serait la réponse qui est envisagée. Voilà. Alors, dans le domaine des technologies des semi-conducteurs, alors il faut savoir qu'il y a une double domination. Celui qui domine, c'est Taïwan. Mais il y a une sous-domination derrière, c'est les Pays-Bas. On n'en parle pas. Les Pays-Bas, il y a une société qui s'appelle ASLM, qui est en fait le leader mondial, mais de très très loin, des gens qui fabriquent les machines pour fabriquer les semi-conducteurs. Donc ils ont un quasi-monopole mondial. Donc ça, c'est les Pays-Bas. Donc les équipements de gravure de semi-conducteurs. Et la Chine, en fait, la Chine, elle se rend bien compte de ce qui est en train de se passer, de ce que font l'Occident en Ukraine vis-à-vis de la Russie. Ils se doutent bien que ce qui va se passer en Taïwan, ça ne va pas durer très longtemps, donc ils sont obligés. Donc là, actuellement, on considère que la Chine fonce pour essayer de descendre en termes de qualité dans les semi-conducteurs sur ce qu'on appelle, alors je ne sais plus à combien de nanomètres on est maintenant au niveau de la gravure. Bon, puis peu importe. Alors, quelques éléments, on va dire, d'accélération. Alors voilà, donc ce que je vais dire, c'est probablement polémique. C'est pas grave. Donc, probable défaite de l'Ukraine. Il n'y a pas photo. Dès que les Russes vont décider de se lancer avec 1500 chars et 500 000 hommes, je ne sais pas qui va les arrêter. Alors, moi, en tout cas, pas. Mais voilà. Alors voilà où on en est. Donc c'est ça, c'est ce que je vous disais. 500 000 hommes, 1500 chars. Sans parler des avions, sans parler des missiles. Ça fait 1 an qu'on nous dit la semaine prochaine, la Russie sera à court de missiles. Il n'y en a plus. Ils tirent leur dernier missile. Ils en envoient tous les 2 jours. 60, 80, 100, mais dans 2 jours, c'est fini, il n'y en a plus. Voilà.
Alors, où risque d'aller l'Ukraine? Pareil, donc là, c'est de la politique fiction, hein, géopolitique fiction. L'Est et le Sud-Est rejoignent la Russie. L'Ouest se fédéralise avec la Pologne. Okay, c'est-à-dire globalement, l'Ouest, c'est 5 oblasts. Il y a le problème de 2 oblasts à l'Ouest qui est hongrois. Donc, est-ce que la Hongrie va en prendre un? Est-ce que la Roumanie va en prendre un? Globalement, il y a, on va dire, problème sur 7 à gauche, 7 à l'Ouest. 5 historiquement polonais, 1 historiquement hongrois, 1 historiquement roumain. Donc, ça, c'est une hypothèse qui n'est pas du tout idiote, parce que actuellement, certains disent que, vous savez certainement qu'il y a beaucoup de Polonais qui se battent dans l'armée ukrainienne. Alors, comment ils ont fait pour pas que ce soit ni des mercenaires, ni des troupes officiellement polonaises? Ils ont pris soit des gens qui étaient d'anciens militaires polonais, ils leur ont fait signer un contrat en Ukraine. Ils ont aussi demandé à d'autres de démissionner de l'armée polonaise pour faire une démission temporaire, pour mettre une mise à disposition. Et pareil, ils sont partis en Ukraine. Donc, c'est difficile à dire. Les gens estiment qu'il y aurait entre 20 et 30 000 soldats polonais dans l'armée ukrainienne. Donc, certains disent que c'est une façon aussi pour la Pologne de dire, vous avez vu, on est là pour vous aider, on est là, on vous soutient, on est avec vous, hein, vous pouvez compter sur nous. Mais le jour où ça va exploser, ils seront bien placés aussi pour dire, bah, écoutez, rejoignez-nous, rapprochons-nous. Donc on peut imaginer que ces 5 oblasts de l'Ouest, c'est une hypothèse, encore une fois, géopolitique fiction, rejoignent la Pologne. Et à ce moment-là, il va rester quoi? Il va rester un État central, avec peut-être 15 millions d'habitants, qui serait coupé de la mer Noire, donc qui serait surtout un État agricole, Kiev, un petit peu sur l'est de Kiev, beaucoup sur l'ouest de Kiev. Voilà. Donc il resterait une Ukraine qui serait comparable, on va dire, si je prends en Europe, à la Hongrie. Je dis ça, c'est pas du tout péjoratif vis-à-vis de la Hongrie, parce que c'est un pays industrieux, c'est pas du tout ça. Mais en termes de taille, la Hongrie, c'est 10 millions d'habitants, là il y aurait 15 millions, c'est un petit peu plus grand que la Hongrie. Ça serait très agricole. Et regardez bien, c'était la situation il y a un siècle. En 1920, c'était ça. En 1920, ceux qui étaient là, il y a 3 mois ou 4 mois, on en a parlé, l'histoire de l'Ukraine. Donc ça, c'est ce que j'avais présenté à l'époque. On va dire, suite à la guerre civile russe, l'Ukraine se constitue, et ça c'est l'Ukraine, on va dire, de 1918-1920. C'est ça l'Ukraine. Et ce qui est fou, c'est que peut-être c'est ce qui va se refaire. C'est ça qui est incroyable. Souvenez-vous de cette carte. Ce n'est pas une carte que je sors de mon chapeau, hein. C'est vraiment la réalité. Et alors ce qui s'est passé, c'est qu'en 1922, quand je dis cadeau de Lénine, c'est cadeau de Lénine et de Staline, toute cette zone qui s'appelle Nova Rossiya, qui veut dire la Nouvelle Russie, donc, je vous rappelle, général Potemkin, le favori de Catherine II, c'est toute la zone qu'il avait conquis, qu'il avait pris sur le Khanat de Crimée, donc qui était le vassal de l'Empire ottoman. Et évidemment, aussi Crime, la Crimée. Ok? Alors, ça on l'oublie. Donc en 1922, il donne toute cette partie-là, et avec cet ensemble-là, il fabrique la République socialiste soviétique d'Ukraine. Les gens, ça leur est égal à l'époque, parce que de toute façon, ils sont dans l'Union soviétique. Donc ils s'en foutent. Puis c'est les mêmes gens, je dirais, ils ont la même religion, ils se marient entre eux, je veux dire, ils ne se posent même pas la question. Je veux dire, la femme du Donbass, elle va épouser un type de Kiev, et puis l'inverse, puis c'est nos problèmes. Donc, ça, c'est la situation jusqu'en 1939. 1939, la Seconde Guerre mondiale commence, l'Union soviétique rentre dans l'est de la Pologne, et pique ça. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 oblasts sont pris à la Pologne. Donc en plus, c'est lourd dans l'inconscient collectif polonais, parce que c'est des terres historiques, etc., qui s'appelaient les confins en Pologne. Donc ça, c'est où vous avez le Lvov, hein, le Lvov, bref. Et là, c'est pris globalement à la Hongrie, et ce morceau-là, il est pris à la Roumanie. Et en même temps, on détache ce morceau-là, qui est la Moldavie. Donc on crée une république qui est la Moldavie, qui est aussi arrachée. Donc là, la Roumanie perd cet oblast et perd tout ce territoire-là. Et la Transnistrie qui est un petit bout là. Là, ici, elle est là. Donc vous voyez un peu, pour se souvenir de ça. Ça, c'est la situation en 1920. Et bien regardez cette carte. Peut-être que dans 6 mois, ou dans 1 an, ce sera la nouvelle réalité de l'Ukraine. Voilà, donc, situation en 1920. La conséquence, c'est que comme maintenant tout le monde sait dans le monde que ce n'est pas une guerre, il n'y a que dans les médias français qu'on dit que c'est une guerre Russie-Ukraine, mais l'ensemble du monde dont je vous ai parlé juste avant, tout le monde a compris que c'était une guerre OTAN-Russie. Donc s'il y a une défaite, l'ensemble du monde va se dire la Russie a battu l'OTAN.
Vous voyez un peu l'impact derrière. Jusqu'à présent, on avait peur du gros bâton américain. Hein. Okay, on sait que certains ont payé le prix du sang. Je vais parler de Saddam Hussein. J'ai parlé de Kadhafi, on a parlé de Lumumba, on a parlé de Sankara. Enfin, on va dire l'Occident, je parle de l'Occident, pas seulement américain. Ben, les gens vont se dire, bah oui, mais maintenant, le gros bâton, dès qu'ils vont lever le gros bâton, il y a les Chinois et les Russes qui vont dire... C'est ça que ça veut dire. Donc c'est, pour moi, c'est une défaite de l'OTAN et ça va laisser dans le monde des traces et probablement au sein des États membres. Défaite de l'OTAN, peut-être, encore une fois, là je suis en plein délire. Hein. Un pays comme la Turquie va se dire, mais qu'est-ce que je vais faire dans ce truc, moi? Pourquoi je vais rester là-dedans? Je sors de l'OTAN. Puis la Turquie sort de l'OTAN, il y a peut-être d'autres pays qui vont se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait là-dedans, quoi? Ça nous emmène dans le mur. Donc c'est pour ça que l'OTAN actuellement, il est à la surenchère continuelle. Surenchère, on va envoyer des armes, on va envoyer des trucs. Ce qui est d'ailleurs ridicule. Quand vous entendez qu'en face, il y a 1500 chars du côté russe, vous avez la Grande-Bretagne qui annonce qu'ils vont livrer 12 ou 14 Challenger 2. Et qui l'autre, c'est l'Allemagne qui va livrer 15 Léopard 2. 15, ils vont en livrer 15, vous imaginez? Mais on est presque, c'est pathétique. 12 d'un côté, 15 de l'autre, en face, il y a 1500 chars. D'ailleurs, je crois que c'est Poutine qui a dit, je ne sais plus à quel endroit. Non, c'est pas Poutine, c'est un mec, non, si c'est pas Lavrov, non, un militaire russe qui a dit, de toute façon, quelle que soit la marque, il brûle pareil. En plus, ils se foutent de nous, quoi. Oui. Alors, voilà. Donc, affaiblissement de l'Europe, énergie toujours plus chère. Les Américains continuent de nous piller nos industries, en Allemagne, en France. Vous avez vu la dernière boîte de haute techno française qui a été rachetée il y a un mois, là. Je ne me souviens plus de son nom. Quelqu'un s'en souvient peut-être? Excelia, voilà. Et les investisseurs étrangers vont de plus en plus hésiter à investir chez nous. On en a parlé tout à l'heure. J'investis en Europe, j'ai de l'argent là. Du jour au lendemain, ils n'aiment pas ma tronche. Ils bloquent mes fonds. Pourquoi je vais investir? Voilà. Et alors on est aussi dans un truc qui est, on le voit actuellement, c'est que notre classe politique, elle n'a pas de marche arrière. Elle est dans la surenchère perpétuelle. Vous avez remarqué, vous le vivez, on le voit. Il n'y a pas à un moment donné quelqu'un qui s'assied et qui dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ils sont incapables de ça. Qu'une marche avant. Voilà. Ben, ils iront dans le mur. Alors regardez, j'ai mis des futurs possibles, c'est vraiment pour lancer la discussion. Premier futur, Troisième Guerre mondiale chaude. Voilà. Pour se refaire. Parce qu'à un moment donné, ils peuvent arriver, ils tiennent tellement les médias, qui racontent tellement n'importe quoi. S'ils se rendent compte que ça ne va pas trop bien en Ukraine et que la Russie, il faut faire quand même attention, on a réveillé l'ours, mais il n'est pas gentil l'ours. Il veut nous taper. Donc ils vont se dire, bon, finalement, on trouve un accord, oui, très bien, on se débrouille, puis on se barre. Ils l'ont déjà fait, hein, ils l'ont fait dans d'autres endroits. Regardez l'Afghanistan. Jusque 2 jours avant de partir, ouais, on est là pour toujours, on est là. Puis le jour au lendemain, ils sont partis en courant. Donc ils sont capables de le faire en Ukraine. Mais là, le danger, si vous voulez, c'est qu'ils se disent, on va aller vers la Chine maintenant. Parce que la Chine est en train vraiment tellement de nous passer que si on ne les arrête pas maintenant, elle ne sera plus arrêtable. Donc là, ça fera 2 fronts pour les États-Unis. Front russe, front chinois. Ils peuvent être tentés de faire des frappes nucléaires. Voilà. Donc ça veut dire que là, on est dans le complexe, vous savez, le fameux complexe de Thucydide, hein, qui date de l'époque grecque, en fait, en moins 300, le conflit entre Athènes et Sparte, où en fait, à un moment donné, il y en a un qui sent bien que l'autre est en train de le rattraper, il sait qu'il ne peut pas l'arrêter, la seule chance qu'il a, c'est de le taper maintenant, tant qu'il est un tout petit peu moins fort. Donc, actuellement, les Américains pensent qu'il est encore temps de le faire. Mais c'est fini. Ils pensent que Russie, Chine, ils sont encore un peu en dessous, qu'on va les taper. C'est fini. Donc le danger, c'est que... Voilà, c'est le danger. Deuxième hypothèse, la Troisième Guerre mondiale tiède. Voilà, l'Empire américain prend acte de la nouvelle donne eurasiatique. Il essaie de reprendre la main en Amérique latine. Ils se disent, ok, on lâche l'Eurasiatique, mais on ne veut surtout pas lâcher l'Amérique. Donc l'Amérique latine, on va reprendre nos belles traditions, on va faire des coups tordus sans arrêt partout, quoi. Okay. Et ça commence déjà avec le Pérou. Et ça commence avec le Pérou, tout à fait juste. Exactement, tentative, déstabilisation, pareil. Ils le font déjà au Pérou. Ah, c'est déjà maintenant. Oui, absolument, tu as raison. Sur la situation péruvienne, c'est ça. Tout à fait, tu as raison. Et ils essaient de garder un pied en Afrique.
l'Europe est totalement vassalisée. Voilà. Donc ça, c'est la guerre mondiale tiède. C'est-à-dire qu'on reconnaît que le bloc eurasiatique, bah ok, c'est fini. Voilà. Le troisième possible, il faut finir sur une note positive, voilà, un monde multipolaire apaisé. Ceux qui détiennent la clé de ça, c'est l'Empire américain. Est-ce qu'ils sont capables de faire cette révolution culturelle? Est-ce qu'ils sont capables de se dire, depuis un peu plus d'un siècle, on a commencé en 1898 en attaquant l'Empire espagnol, ça fait 125 ans, est-ce qu'on est capable de dire maintenant, on arrête? Mais comme je l'ai mis, c'est vraiment pour eux une révolution culturelle. Voilà. Le monde devient multipolaire, mais pour moi, l'Europe n'est plus un pôle, ça reste un sous-pôle du monde américain. Donc, la monnaie dominante devient la monnaie commune de l'ensemble eurasiatique, basée sur les matières premières et sur l'or. Certains disent officiellement, les Russes et les Chinois mentent sur leurs réserves en or. Si on regarde, ils annoncent chacun 2500 tonnes, 2800 tonnes, c'est à peu près l'équivalent de la France. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont plus de 20 000 tonnes, les Chinois, et que les Russes en ont peut-être 10 000. Voilà. Bon, il y aura une place pour le dollar, hein, parce que ça reste une puissance économique. C'est pas un petit pays, c'est un poids économique, etc. Ils sont capables de produire des choses. Voilà. Mais pour l'euro, bah, l'euro, ça va être compliqué, quoi. Parce que comment voulez-vous qu'il y ait une place pour l'euro? Il y a cette espèce de monnaie globalement commune. Il y a un peu de place pour le dollar, mais l'euro, il n'y aura pas de place. Mais s'il n'y a pas de place sur l'euro, quel problème? C'est que dès qu'on va acheter des matières premières, il va falloir les payer. Donc on va les payer. Comme chaque fois on est en déficit, soit on est capable d'exporter, mais prenons le bloc eurasiatique, imaginons que vis-à-vis de tout le bloc, on va prendre la France, vis-à-vis de tout le bloc eurasiatique, on importe de chez eux 200 milliards par an. On exporte vers chez eux 100 milliards par an. Il manque 100 milliards. Mais ces 100 milliards, ils vont dire oui, mais on veut de l'or, nous. On veut de l'or. Ou alors, on veut des vignobles, ou on veut acheter le château de Versailles. Je blague, mais à peine. Hein. Je blague à peine. Hein. Vous voyez ce qu'ils ont fait en Grèce. Hein. Ils ont acheté les ports en Grèce. Hein. Donc on est dans cette logique où tous les ans, on sera en déficit et on sera obligé de payer avec du dur. Donc qu'est-ce qu'on sera obligé de faire? Comme ça va devenir vite intenable, on va voir notre niveau de vie qui va baisser. Bah, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller acheter nos pulls, j'en sais rien, peu importe parmi nous, allez, on va chercher un t-shirt, on en achète 3 pour 15 €, bah, ça c'est fini. Parce qu'on ne sera pas capable de le payer en or ou chinois ou en quelque chose. Ben, il faudra commencer à reproduire des t-shirts en France, puis on les paiera 20 € pièce. Donc ça va être chez nous aussi une révolution culturelle. Mais pourquoi pas? Ça ne veut pas dire qu'on va mourir de faim, il ne faut pas exagérer. Oui, ça peut être positif, c'est bien ce que je dis. Ouais. Alors regardez, j'ai mis pour la France sortir de la guerre de 100 ans, parce que c'est une petite anecdote, un petit clin d'œil à la guerre qu'il y a eu il y a 700-800 ans. On a quand même, je dirais, quelques trucs. On n'est pas rien non plus. Pas oublier qu'on a quand même une défense nucléaire. On l'a toujours eu depuis 60 ans, c'est pas rien. On a une belle réserve d'or. Pour vous donner un exemple, la Grande-Bretagne, elle n'a même pas 100 tonnes d'or. Même pas 100 tonnes. Tout avait été vendu par Gordon Brown dans les années 2000, fin des années 2000, début des années 2010. Ils n'ont plus d'or. Donc les pays en Europe qui ont beaucoup d'or, il y a les Italiens, les Allemands et nous les Français. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, ça va être utile. Je dirais si pendant, regardez, 2500 tonnes, imaginez que pendant 5-6 ans, ça soit compliqué, qu'il faille sortir 100 tonnes par an, 150 tonnes par an, ben on les a. Je ne dis pas que c'est génial, mais on pourra sortir 1000 tonnes peut-être en quelques années. Ben on se retrouve avec 1500 tonnes au lieu de 2500, même avec 1000 tonnes, mais pendant quelques années, ben, on pourra jouer le jeu. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nul. Et puis il y a peut-être une solution, bah, c'est pourquoi est-ce qu'on ne rejoindra pas les BRICS? Ok? Oui, mais là on va perdre de notre fierté. Hein. On va en rabattre là. Il va en prendre un coup, on va en rabattre là. Donc voilà. En revanche, ce qui va se passer, je l'ai mis, parce que je ne voulais pas faire peur, j'ai mis impact négatif de 3-4 ans. Ce sera certainement plus. C'est-à-dire qu'on va avoir un niveau de vie faut s'attendre peut-être à entre 5 et 10 ans. Quoi. Après, on verra la sortie du tunnel. Mais pendant 5 à 10 ans, ça peut être compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on mangera les cailloux. Ça veut dire que voilà, les pommes de terre qui nous sont on changera moins souvent de voiture,
On achètera des vêtements produits en France. Donc voilà, j'ai terminé. J'ai débordé beaucoup, hein, désolé. Merci. Ah oui, c'est tout.